Eh bien, bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUCEM et merci d'être là, merci d'avoir bravé la pluie. C'est vraiment un grand bonheur de savoir qu'un public aussi nombreux nous rejoint ce soir pour cette première soirée qui est consacrée au bonheur. Bon, le bonheur, ça peut paraître paradoxal et pourtant. Alors ce soir, tout d'abord, c'est un très très grand bonheur d'avoir parmi nous Edgar Morin. Edgar Morin, au nom du MUCEM, vraiment, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation tellement importante. Vous aimez Marseille, c'était une motivation. Vous aimez la jeunesse, vous aimez le dialogue avec la jeunesse. Je pense que c'était aussi une autre motivation pour nous rejoindre. Alors, je remercie aussi, par avance, Clémentine Condémy, Anaïs Noyon et Pauline Coste, qui ce soir seront en conversation avec Edgar Morin. Un tout petit mot à propos du projet. Vous allez voir après cette rencontre un film qui s'intitule Chronique d'un été, réalisé par Edgar Morin et Jean Rouch en 1960. C'est ce film qui a inspiré le projet et cette suite de rencontres qui vont nous mener jusqu'au 6 février. Un film qui pose la question du bonheur, qui pose la question de comment vit-on, comment vivez-vous, comment vivons-nous. Voilà, question que nous avons voulu reposer plus de 50 ans plus tard, fin 2014, début 2015, Chronique d'un été ou Chronique d'un morne hiver, nous le verrons. Alors, dans le projet, nous avons voulu associer des jeunes, puisque le film, vous le verrez, est un film autour de la jeunesse. Et donc, nous avons sollicité l'IEP, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et donc 20 jeunes, ils sont tous là, d'ailleurs, au 2e et au 3e rang, participent au projet jusqu'au mois de février. Le but aussi était d'interroger et de revenir à quelques grandes utopies du temps présent, d'interroger quelques personnes importantes qui, par leur travail, contribuent, on va dire, à notre bien-être et à la collectivité, l'art de vivre. Avec Gilles Clément, vendredi, nous aborderons la question du paysage, le paysage dans lequel nous vivons, la question du jardin. Plus tard, la semaine prochaine, nous accueillerons Roland Gori, psychanalyste marseillais, et nous verrons le bonheur sous l'angle le plus individuel. Ensuite, nous accueillerons Pierre Gianetti, qui est bien connu à Marseille, qui est chef-coq. Voilà, et nous interrogerons aussi cette question de la nourriture. Et début février, Patrick Bouchin, qui est architecte, mais qui, dans son travail d'architecte, fait aussi œuvre collective et qui a construit énormément d'infrastructures, de chapiteaux, notamment pour le cirque. Le cirque n'est pas loin du MUCEM en ce moment, vous l'avez vu sur l'esplanade. Et nous terminerons le 6 février avec Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, auteur de La sobriété heureuse. Pierre Rabhi, qui est par ailleurs un très grand ami d'Edgar Morin. Voilà, donc nous vous invitons à suivre l'ensemble des rencontres. Et en tout cas, pour ce soir, je vais tout de suite passer la parole à Clémence, Anaïs, Pauline et à Edgar Morin. Mais d'abord, je voudrais encore remercier Roxana Nadim, qui est maître de conférence à l'IEP et qui dirige aussi les projets culturels au sein de Sciences Po, ainsi qu'Agnès Fréchel, journaliste, rédactrice en chef de Zibline, qui accompagne les étudiants dans cet exercice du grand entretien. Très bonne soirée à vous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci au MUCEM et à Sciences Po Aix d'avoir organisé ce cycle de conférences permettant aux jeunes que nous sommes de dialoguer, de rencontrer des personnalités aux horizons si variés. Alors, vous inaugurez ce cycle, Edgar Morin. Merci d'être là ce soir. C'est vraiment un honneur pour nous. Donc, comment vous décrire ? On vous dit à la fois philosophe, sociologue, anthropologue, cinéaste. Mais vous êtes avant tout un penseur de la complexité, dans la mesure où vous rejetez l'hyperspécialisation qui serait un des fléaux de notre société contemporaine. Nous vous recevons à l'occasion de la projection de votre film Chronique d'un été, tourné en 1960 aux côtés de Jean Rouch. Et c'est à travers ce film que nous allons réfléchir ensemble à la question du bonheur. Alors, Edgar Morin, en tant qu'héritier du XXe siècle, vous avez collectionné souvenirs et expériences qui ont façonné votre vision du bonheur, empreint d'amour, de poésie, de sagesse. Vous êtes pour nous un passeur, aussi bien à Sciences Po Aix qu'à travers les ouvrages que vous avez pu écrire, comme Le chemin de l'espérance, aux côtés de Stéphane Hessel, Enseigner pour vivre, ou Au rythme du monde, ce recueil rassemblant vos articles écrits dans le journal Le Monde. Alors ce soir, nous allons envisager la question du bonheur à travers 3 thèmes.
la jeunesse d'abord, la solidarité, puis enfin le cinéma, avec votre proposition de cinéma vérité qui est Chronique d'un été. Pauline, je te laisse la parole. Donc Edgar Morin, parmi vos nombreux travaux, le thème de la jeunesse est central. On va le voir tout à l'heure, comme l'a dit Fabienne dans votre film Chronique d'un été. Vous avez aussi été le premier sociologue à analyser le mouvement des yéyés en 1963. Et puis vous avez aussi écrit de nombreux livres sur l'éducation, parmi lesquels les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, ou encore plus récemment Enseigner à vivre. Donc c'est sur ce thème qui vous est cher, et qui nous est cher aussi puisque nous sommes les premières concernées, que nous allons commencer. Donc on nous dit aujourd'hui qu'on vit un morose hiver, on nous parle de la crise économique tous les jours, de l'endettement, du chômage, de l'insécurité, et tout ça c'est tout ce dont on ne veut pas parler aujourd'hui. Nous on veut parler d'espoir, de résistance. Alors est-ce que selon vous, nous sommes fous, nous les jeunes, de encore croire au bonheur? Et quels sont nos outils pour espérer encore aujourd'hui? Les soucis pour Nos outils pour espérer, en quoi on peut croire aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, dans ce discours chaotique qu'on nous transmet quotidiennement? Bon, je pense que il faut distinguer les conditions historiques que nous vivons, qui sont des conditions d'angoisse, d'incertitude, des conditions dramatiques avec évidemment l'attentat qui a eu lieu le 7 janvier et ses suites. Tout ceci nous émeut, nous attriste, mais je ne pense pas que cela atteigne les conditions profondes qui peuvent nous rendre heureux ou non. Bien entendu, ce qui arrive nous rend malheureux, mais il y a une chose que je veux vous dire, de mon expérience. Quand j'avais à peu près votre âge, enfin, quand j'avais 21 ans, 22 ans, que je faisais de la résistance, parce que la France était occupée par l'Allemagne nazie, le pays souffrait, j'étais menacé dans ma vie, des amis étaient arrêtés. Bref, il y avait des conditions terribles. Et en même temps, j'étais heureux. Pourquoi j'étais heureux? Parce que je faisais quelque chose que je devais faire. Je sentais que ce que je faisais était bien. Je sentais que ça avait une valeur qui dépassait ma personne, que c'était pas seulement pour la patrie, mais pour l'humanité, parce qu'à l'époque, en plus, je n'étais pas seulement résistant gaulliste, mais j'étais communiste. Et donc, j'avais l'idée que de cette guerre allait sortir l'émancipation, la libération de l'humanité opprimée. Donc, j'ai pu vivre donc, du bonheur tout en vivant dans des conditions de malheur. C'est pour vous dire que, même dans les conditions actuelles, si vous avez une relation amoureuse et c'est une rencontre, vous êtes heureux. Si vous faites un repas avec de très bons amis et que vous mangez, buvez ensemble, vous êtes heureux. Moi, je distingue, si vous voulez, des moments de bonheur, des périodes de bonheur. Des moments de bonheur, on peut l'avoir à n'importe quel moment. Pour moi, ça peut être un chant d'oiseau, ça peut être un beau visage, ça peut être une musique que j'aime. Des choses merveilleuses de la vie qui apparaissent, qui sont fugitives. Les périodes de bonheur, c'est plus difficile. Il faut un certain nombre de conditions intérieures et extérieures. Mais, je vous l'ai dit, ces conditions-là peuvent exister même dans une époque tragique. Mais pour vous dire un peu l'essentiel de ce que je crois, d'abord, si vous voulez, moi je ne crois pas qu'il faut chercher le bonheur, parce qu'il fuit toujours quand on le cherche. D'abord, il faut chercher à vivre pleinement. Qu'est-ce que c'est que vivre pleinement? C'est quand sa personne s'épanouit, se réalise au sein
d'une communauté qui peut être un couple, qui peut être une famille, qui peut être des camarades, qui peut être une patrie. Bon, je pense que les conditions de l'épanouissement et la communauté, c'est-à-dire le jeu, J-E, dans le nous, est quelque chose qui, à mon avis, épanouit, et ce sont des conditions de bonheur. Mais je dirais aussi que dans la vie, moi je distingue la prose et je distingue la poésie de la vie. C'est-à-dire que la prose sont des choses obligatoires qu'il faut faire, qui nous ennuient, qu'on fait ça pour survivre. Mais vivre vraiment, c'est ce que je vous ai dit, c'est cet épanouissement, la communion, l'amour, l'amitié, la fraternité, la solidarité. Et tout ça, ce sont ces qualités poétiques de la vie, ce sont à partir d'elles qu'on peut se trouver heureux. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une séquence de vos rushs qui nous a beaucoup marqué. Donc, elle n'est pas présente dans Chronique d'un été, donc le film que vous allez voir, mais je vais vous l'expliquer. Parce que à la base, il y avait 20 heures de rush, donc c'était énorme, et votre producteur vous a contraint à les réduire à 1h30 pour des raisons commerciales en 1960. Mais cette séquence est présente dans Chronique d'un film, qui est un film réalisé par François Buchet en 2011, et qui, elle, réduit les 20 heures de rush en 6 heures. Donc cette séquence, on y voit Régis Debray et Jean-Pierre, qui sont donc deux étudiants qui à l'époque avaient 20 ans. Et on voit Régis demander à Jean-Pierre « Mais tu ne veux pas t'intégrer ?» Et Jean-Pierre répond « Non, c'est tellement beau d'être marginal. » Donc aujourd'hui, on a les jeunes qui, comme Jean-Pierre ou comme Régis, mais là c'est le cas de Jean-Pierre, auraient les capacités de s'intégrer, mais ne veulent pas, parce qu'ils refusent le système actuel, le monde dans lequel on vit. Mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas s'intégrer. Et alors ma question, qui est d'autant plus actuelle au vu des événements récents, c'est est-ce que l'école aujourd'hui permet encore de s'intégrer ? Et surtout, est-ce qu'elle permet un épanouissement personnel pour les jeunes ? Moi, vous savez, le mot d'intégrer, n'a pas de sens. D'abord, on en parle beaucoup aujourd'hui pour des descendants d'émigrés qui sont d'origine africaine ou maghrébine. Et puis dans ce film, on parle surtout pour des jeunes gens, des adolescents. Or, il faut considérer, à mon sens, l'adolescence comme quelque chose, un âge qui n'est pas seulement un âge biologique, un âge psychologique, parce qu'on a quitté ce cocon qu'est l'enfance, la famille. Et on n'est pas encore intégré dans la vie adulte, c'est-à-dire on n'est pas dans une profession, on n'est pas marié, on n'est pas inséré. Et c'est dans cet âge d'adolescence que fermentent des aspirations qui sont justement des aspirations à la plénitude. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on veut se réaliser soi-même et on veut aussi un monde de fraternité. D'ailleurs, c'est tout le sens qu'avait la révolte des jeunes en mai 68. Alors, ce que je veux dire, c'est que Jean-Pierre, à sa façon, Régis, était justement dans cette période où il refusait de s'insérer dans la vie normale adulte, d'autant plus que c'était une société où il se sentait en dissidence. En dissidence, pourquoi ? Parce que c'est une époque où il y avait la guerre d'Algérie et où eux-mêmes étaient menacés d'être appelés et où eux-mêmes, s'ils étaient appelés, peut-être n'auraient refusé. C'est-à-dire que c'était une situation qui était propre à l'adolescence, mais propre à une situation où on demande d'intégrer, c'est devenir soldat et c'est tuer des Algériens. Donc, voilà une façon de comprendre leur position. Mais je pense que beaucoup d'adolescents regardent avec répugnance, peur, le fait qu'ils vont être
normaliser, qui vont devenir adultes, c'est-à-dire adultérés, qui vont perdre beaucoup, qui vont se résigner à une vie médiocre, et ils se révoltent contre ça. Et moi, je pense que c'est humain, c'est l'aspiration qu'a toute l'humanité au cours de l'histoire et qu'elle n'a pas pu encore réaliser. Voilà, alors maintenant nous aimerions aborder la question du travail, puisque c'est quelque chose qui va nous arriver très prochainement. Alors, en 1960, lorsqu'est tourné Chronique d'un été, on est plutôt dans la robotisation, l'automatisation du travail. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'hypercompétitivité. Bref, toujours une souffrance au travail. Alors, Edgar Morin, selon vous, comment passer de cette souffrance au travail à un véritable épanouissement ? Oui. Alors là, il y a quelque chose de très juste. C'est qu'à l'époque, en 60, ce que nous voulions montrer, c'était que dans le cadre du travail industriel, et notamment des ouvriers qui travaillaient chez Renault, le malheur de la condition ouvrière, ce n'était pas seulement d'avoir des salaires bas, c'était de subir une aliénation au travail, d'être condamné à faire les mêmes gestes monotones sur la machine. C'était ce qu'on appelle l'ouvrier spécialisé sur machine, toujours le même geste automatique, et toujours sur le contrôle de contremaîtres hargneux. Ça, c'était le propre du travail industriel. Mais aujourd'hui, vous avez cette tendance oppressive qui a gagné le monde des bureaux et des administrations. Vous avez, au nom de la compétitivité, on veut que le personnel qui travaille dans telle ou telle boîte fasse des réalisations, des programmes, des unités de travail, etc. etc. J'ai même lu une thèse où, sur des personnes qui faisaient au téléphone dans une grande boîte, et la direction leur disait de tromper les gens qui téléphonent. Par exemple, si quelqu'un se plaint en disant « j'ai une marchandise qui ne marchait pas », « Ah, écoutez, c'est dommage, mais on va vous la remplacer par une meilleure qui coûte plus cher, etc. » Et ceux qui réussissaient à bien tromper les clients étaient félicités par la direction, et ceux qui, par honnêteté, n'arrivaient pas étaient traités comme des feignants. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez ces employés de Orange qui se suicident, et est-ce qu'aujourd'hui on appelle le burn-out. Donc, si vous voulez, ce n'est pas seulement aujourd'hui les ouvriers de l'usine, c'est un peu toute la société qui, au nom de la compétitivité et de la rentabilité, se trouve asservie de cette façon. Mais, et en plus, vous savez, la vraie rentabilité, la vraie compétitivité suppose que le personnel qui travaille dans une boîte, dans une entreprise, se sente bien et un peu d'initiative, ne soit pas sans cesse contrôlé, et que s'il est traité de façon humaine, il aura un rendement bien meilleur que s'il est maltraité. Mais ça, c'est ce que les gens qui vivent dans le monde du calcul et du profit ne voient pas. Ils voient uniquement qu'on pense que par la contrainte, on peut réunir. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui un problème que nous avons touché dans Chronique d'un été et qui, à l'époque, était assez peu vu, mais qui, aujourd'hui, est un problème beaucoup plus global. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce que vous pensez qu'il faut plus réhumaniser le travail, plus de solidarité peut-être ? De solidarité, d'humanité, plus dans le travail ? Est-ce que ce serait une solution ? Non, je pense que d'abord, la solution est une réforme de l'entreprise qui fonctionne comme une caserne. C'est que l'entreprise soit humanisée, que l'entreprise, disons, n'ait pas seulement pour but la recherche forcenée du bénéfice. C'est ce qui existe dans les mutuelles, dans les coopératives, dans certaines entreprises qui s'appellent les entreprises citoyennes, c'est-à-dire tout n'est pas concentré uniquement pour le profit, et donc il y a une humanisation des conditions de travail. C'est ça qui est important. Il y a une grande réforme de l'entreprise à faire, que nous n'avons pas fait dans notre société. On va même
souvent dans le sens contraire, à part quelques exemples individuels. Très bien. Est-ce que maintenant on pourrait peut-être parler de solidarité, puisque c'est un élément fondamental de votre œuvre. Vous préconisez notamment la politique de qualité de la vie, qui donnerait la priorité à la convivialité. Aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, ce fort élan de solidarité, est-ce que finalement vous pensez que c'est le retour de la solidarité en 2015, ou bien n'est-ce qu'un moment éphémère ? Il faut mettre ça, je crois, dans le cadre historique du développement dans notre civilisation. Dans notre civilisation a permis le développement de l'individualisme, ce qui est une conquête parce que quand on a des responsabilités, on a de l'autonomie, il est évident qu'à partir du moment où les jeunes décident de choisir leur partenaire auquel ils vont se marier au lieu d'obéir à l'impératif de la famille, c'est un progrès. Donc il y a beaucoup de progrès qui viennent de l'individualisme. Mais l'autre aspect, c'est que cet individualisme a permis le développement de l'égoïsme et qu'en plus, la bureaucratisation de la société, la spécialisation de chacun enfermé dans son bureau, dans son travail, détruit les solidarités. Alors, l'individualisme, plus l'organisation de la société, plus l'importance de plus en plus du gain, du profit, tout ceci crée une désintégration de toutes les anciennes solidarités que nous connaissions. Il y avait d'abord la solidarité de la grande famille, parce qu'il y avait des familles de 5, 6 enfants, donc beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes, et en fait, beaucoup de solidarité. Vous aviez des solidarités de village, des solidarités de quartier, des solidarités de travail, surtout à une époque où le syndicalisme était fort. Aujourd'hui, dans le travail, la baisse du syndicalisme correspond à la ségrégation ethnique des travailleurs. Les uns sont nord-africains, les autres sont africains, les autres sont... Donc, si vous voulez... il y a une dégradation de la solidarité, des solidarités dans notre société. La solidarité qui existe, qui est celle de la Sécu, des assurances sociales, c'est une solidarité bonne, mais elle est bureaucratique, si vous voulez, elle n'est pas concrète. Par contre, si vous voyez à Paris quelqu'un qui tombe dans la rue, les passants continuent leur chemin en disant bah, « c'est pas mon boulot, c'est aux flics de s'en occuper, ou au SAMU ». Donc, si vous voulez, il y a une perte de solidarité. Il y a un grand problème, c'est de régénérer une solidarité dans notre pays, ce qui nous entraîne encore à des réformes très profondes et sur lesquelles je n'ai pas le temps de parler. Mais c'est un problème central. Et nous avons aujourd'hui, vous savez, par exemple, dans des grandes villes, beaucoup de vieux qui vivent seuls, parce que les familles avant, c'était 3 générations vivaient ensemble dans la maison familiale campagnarde. Là maintenant, les adultes se débarrassent de leurs parents, ou bien dans les asiles qui sont des choses terrifiantes, ou bien ils vivent seuls. Donc vous avez beaucoup de solitude, beaucoup de malheur de la solitude. Et c'est là, moi j'avais proposé, il y a pas mal d'années, de créer des maisons de solidarité dans les quartiers pour secourir ces solitudes, pour que les gens ne soient pas seuls. Et rien de tout ça n'est fait. Rien n'est fait pour aider les gens, les démunis, sinon d'une façon bureaucratique. Donc, nous avons un grand problème social. Alors, Edgar Morin, à travers le cinéma, justement, vous tentez de concilier ce souci de lier à la fois autonomie individuelle et solidarité collective. Et Chronique d'un été, ce projet a pour origine réunir vous, puis Jean Rouch et les acteurs du film autour d'une table, d'échanger autour d'un repas, autour de quelques verres. Et tout cela dans le souci de créer du lien et de voir comment on peut vivre avec soi et vivre ensemble. Et justement, vous écrivez en 1960, « Le cinéma peut-il être un des moyens de briser cette membrane qui nous isole les uns des autres, dans le métro, dans la rue,
ou dans l'escalier de l'immeuble. Et votre souhait à travers ce film, c'était de proposer un cinéma de la fraternité. Est-ce que vous y êtes arrivé ? Non, on n'y est pas arrivé, mais tout d'abord, je dois vous dire que le titre original du film, et c'était l'idée que j'avais proposée à Jean Rouch, c'était « Comment vis-tu » Et d'ailleurs, dans les débuts du film, on explicite ça en disant comment tu te débrouilles avec la vie. Ce n'est pas seulement des questions matérielles, c'est la question morale, psychologique. D'ailleurs, c'est un problème que je voulais poser parce que je me le posais à moi-même. Je vivais très mal moi-même. Je vivais beaucoup de contradictions et je voulais poser ce problème. Et donc, j'avais pris des personnes que je connaissais et je pensais que la meilleure façon de communiquer, c'était hors studio, autour d'une table avec du bon vin et de la bonne nourriture que payait le producteur d'ailleurs. Voilà. Je pensais que on commençait à manger, à parler. L'équipe du film mangeait en même temps, c'était très peu nombreuse. Il y avait Jean Rouch, il y avait le caméraman, j'avais l'ingénieur du son. Bon. Et à un moment donné, je sentais qu'il fallait commencer, et on commençait à tourner dans la continuité, et ça pouvait devenir, à un moment donné, très, très fort et très émouvant, parce qu'autant dans les débuts d'un entretien, la plupart des gens veulent montrer leur vérité officielle, l'image qu'ils veulent donner, autant au bout d'un certain temps, c'est les obsessions et c'est les tourments qui apparaissent, et donc on avait ceci. Donc, on a eu un certain nombre de personnes très différentes, souvent de conditions différentes, qui ont participé à ce film. Et notre intention était, à un moment donné, de présenter à tous, dans une salle de cinéma, des séquences des uns et des autres, pour créer un climat de compréhension. Et donc, on a fait cette réunion, d'ailleurs, vous le verrez dans le film. Et en fait, cette réunion a été un échec, parce que des gens ont très mal vu Marie-Lou, qui est une des personnes du film. Il y a eu des critiques. L'un des protagonistes a dit que c'était artificiel, qu'on ne parle pas dans la vie comme devant la caméra. Enfin, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu quelques gens qui étaient dit « Ah oui, moi je comprends mieux un tel », mais le résultat était négatif. Et donc, à la fin du film, on a réfléchi à ça. D'ailleurs, ça a été filmé aussi avec Rouch. Et on s'est dit, à la rigueur, cet échec est une réussite, c'est-à-dire que ça montre la difficulté de compréhension. Et c'est vrai que c'est très difficile de se comprendre les uns des autres, de comprendre autrui. Et donc, c'est une tentative de comprendre autrui, de comprendre les problèmes, de comprendre les chagrins, les soucis d'autrui. Mais ça marche ou ça ne marche pas. C'est à ceux qui verront le film de dire ce qu'ils en pensent. Alors, nous allons bientôt ouvrir la parole au public, mais avant, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous dites porter un amour cosmopolite pour le cinéma, puisque le cinéma permet de rendre compte de la diversité des sociétés aujourd'hui. Si vous deviez reprendre l'aventure de Chronique d'un été en 2015, quelle forme pourrait prendre ce film ? Vous savez, tout d'abord, on a eu l'idée avec Rouch de reprendre les mêmes 20 ans après, et puis 30 ans après. Puis après, c'est devenu trop tard. Beaucoup ont disparu, sont morts. Et il y a quelques survivants. Il y a notamment Nadine Ballot, ici présente, que vous allez voir tout à l'heure. Donc, l'idée, je n'aurais pas du tout... si vous voulez, peut-être qu'aujourd'hui, je reprendrai le problème « Comment vis-tu ?», qui aujourd'hui, si vous voulez, est peut-être encore plus aigu qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, ces jeunes gens qui étaient paumés, comme on dit, qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui n'étaient pas bien dans la société, ils étaient exceptionnels, ils étaient marginaux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu, après la mort de Rouch,
il y a eu une projection à la Cinémathèque et en présence de très nombreux jeunes gens. Et j'ai vu qu'ils adhéraient au film parce qu'ils ressentaient que c'était aussi leur problème. Aujourd'hui, une grande majorité de jeunes sont désorientés, sont mal adaptés, sont mal intégrés. Ce ne sont pas seulement ceux d'origine immigrée, en plus qui subissent un sort très douloureux, mais un peu partout, c'est ce mal. Et donc, je crois que le problème est devenu plus important. Et en même temps, moi, je pense que il est vécu, c'est tout ce qu'on dit dans ce film, il est déjà vécu. Je ne referai plus ce même film. Je ne pense pas que... et en plus, si vous voulez, la question du bonheur qui s'est trouvée posée, puisque Marceline et Nadine posaient dans la rue la question « Êtes-vous heureux ?» Aujourd'hui, ce serait curieux de voir les réponses, mais enfin, vous savez, les réponses ne sont pas significatives. C'est intéressant de voir comment les gens répondent à ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du bonheur, depuis, j'ai réfléchi, j'ai compris qu'il était lié, je dirais, ce qu'on appelle la plénitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement soi, mais avec autrui, que l'amour et l'amitié, la fraternité, ou bien le partage d'un grand idéal, ce sont des choses qui peuvent vous rendre heureux, tout en n'étant pas intégralement heureux, puisque vous souffrez des souffrances qui existent dans la société. Voilà un peu. Si j'avais aujourd'hui à faire le film, je le situerais à un niveau tout à fait différent. On prend peut-être quelques questions du public. Bonsoir. Bonsoir. Il se dit que les Français ont beaucoup de pessimisme sur l'avenir et beaucoup plus notamment et inversement que les Afghans en Afghanistan. Alors, ma question, ça serait, y a-t-il une spécificité au mal-être en France? Et si oui, pour quelles raisons d'après vous? Spécificité. Est-ce qu'il y a une spécificité au mal-être en France? Écoutez, je pense qu'il y a une spécificité dans un mal-être généralisé. Bon, quel est le mal-être généralisé? Le mal-être généralisé tient du fait que, dans le fond, toute l'humanité a perdu une promesse du futur. On a cru, encore on y croyait en 1980, que le progrès viendrait nécessairement, que c'était une loi de l'histoire malgré des hauts et des bas. Et quand on a vu que... vous savez, il faut se rappeler que l'Union soviétique promettait un avenir radieux et que le monde occidental promettait toujours un avenir meilleur, des meilleures conditions de vie, etc. Tout ça, jusqu'à la grande crise, d'abord, où s'est effondrée l'Union soviétique, et aussi la grande crise économique de 1973 qui a commencé, et où on a vu aussi qu'une partie de la jeunesse n'était pas heureuse dans les conditions même de prospérité qui étaient celles de mai 68. Et on a perdu, on s'est rendu compte que dans l'avenir, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On voit la dégradation de la biosphère, on voit la multiplication des armes nucléaires, on voit une économie mondiale qui n'est pas régulée et qui peut-être ira de crise en crise. On voit le profit qui domine, la spéculation financière. On voit la multiplication des fanatismes de toutes sortes, religieux ou ethniques. Ça, c'est le futur.
Alors, il y a des promesses, on dit oui, on fera mieux, la médecine, tout ça. Mais donc, incertitude, angoisse et peur. Et quand le présent est un présent angoissé, que le futur est angoissant, on se réfugie dans le passé. Et dans beaucoup de contrées dans le monde, on se réfugie dans le passé religieux, dans l'identité religieuse, en disant, voilà, là au moins il y a quelque chose qui tient, qui va nous promettre. Parce que ce qu'on a promis sur Terre a échoué, mais peut-être que sur ciel, on ne peut pas vérifier, peut-être que ça va marcher. Bon. Donc, on a le retour, et là où il n'y a pas le retour du religieux, il y a le retour quand même de la fermeture sur l'identité. On dit, ah, ce sont les étrangers, ce sont les immigrés, sinon on serait très heureux. Ou bien parce que si on était s'il n'y avait pas l'Europe, on serait très heureux. Il y a cette volonté de croire que le salut est de se renfermer sur soi-même. Donc, on est dans des conditions d'une crise. Or, cette crise, bon, qui est générale, elle est européenne, elle est française. Elle est française aussi, dans la mesure où la France était un pays où il y avait une tradition qu'on peut appeler républicaine et où il y avait un peuple qu'on peut appeler le peuple de gauche et qui était forte. C'est eux qui avaient, c'était l'époque de la séparation de l'Église et de l'État. Il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu le Front populaire, il y a eu la résistance, il y a eu l'importance du Parti communiste qui avait 30% des voix où la gauche dominait la politique. C'était tout ça. Or, tout ceci s'est dissous totalement. Et pourquoi? Parce que, encore au début du XXe siècle, la France était rurale à 50-60%. Elle était éduquée par des instituteurs qui apportaient ce message liberté, égalité, fraternité. Elle était éduquée par les enseignants du secondaire qui avaient une mission. Elle était éduquée par les partis politiques qui leur enseignaient la fraternité de tous les travailleurs et les fraternités internationales. Ça, c'était les communistes, les socialistes, radicaux. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'instituteurs de campagne. Les enseignants, chacun est enfermé dans sa discipline. Ils résistent beaucoup à l'invasion de la télévision et d'Internet. Ils ont peur. Le Parti communiste n'existe plus. Le Parti socialiste a perdu toute idée socialiste. Et les derniers représentants de ce qu'on appelle du peuple de gauche meurent les uns après les autres. Moi, je n'ai connu des vieux en Franche-Comté, au Périgord, dans tellement de régions, ils meurent. Alors, ça, c'est pas remplacé. Et donc, si vous voulez, il y a ça, à mon avis, c'est spécifiquement français, parce qu'il y avait cette tradition issue de la Révolution française qui est en plein dépérissement, alors que dans d'autres pays, vous n'avez pas eu la force de cette tradition. Voilà, je crois, une des causes du mal-être français. Non, on peut prendre une autre question. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé du bonheur au travail et donc finalement de cette manière qu'il faudrait de réintroduire peut-être ce bonheur au travail. Ce que je vois au niveau des entreprises qui porteraient finalement cette idée de bonheur au travail, ce serait dans un petit comté californien, la Silicon Valley, où finalement on a ces entreprises qui effectivement disent avant tout soyez épanouis et soyez créatifs. Et finalement, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement réintroduire ce bonheur au travail, est-ce que ce ne serait pas prendre en compte ce bonheur, c'est-à-dire le calculer, réintroduire de manière un peu artificielle le bonheur. Donc finalement, ma question, c'est est-ce qu'un tel bonheur artificiel, c'est pas aussi une manière de soumettre ces ouvriers parce que je pense qu'on peut dire beaucoup de choses des entreprises californiennes, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas assez calculer. Merci.
Oui, ben, c'est très juste, mais vous savez, moi, j'ai pas dit soyez épanoui et vous serez heureux. Je ne donne pas. J'ai dit, on m'a demandé quelles sont les conditions pour être heureux. Alors, j'ai dit voilà. Et j'aurais dû ajouter ce que j'ai pas fait, et je le fais maintenant, c'est que une grande majorité de gens n'ont pas ces conditions-là parce qu'ils vivent l'oppression dans leur travail. Ils vivent les malentendus souvent dans leur famille. Ils vivent donc et puis, vous savez, moi je dis aussi que jouir de la qualité poétique de la vie, même des gens qui sont dans la détresse, dans la pauvreté peuvent le trouver dans l'amour, etc. Mais dans leur vie de travail ou dans leur vie de chômage, ils ne le trouvent pas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas les conditions de l'épanouissement personnel. Ces gens peuvent trouver des moments de bonheur, comme je l'ai dit, mais ils ne peuvent pas trouver le bonheur des grandes périodes, des périodes de bonheur dans la vie. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça, je pense que, du point de vue politique, il faut être attentif, pas seulement à la question, disons, de l'inégalité, qui est très, très importante. Il faut être pas seulement, je dirais, en termes matériels, mais aussi en termes existentiels, en termes de conditions de vie. Il y a des gens qui sont privés de la possibilité de jouir de la vie elle-même. Et ça, c'est une chose très importante. C'est Saint-Exupéry, dans son livre de Terre des Hommes, qui est dans un train qui conduit des gamins réfugiés de la guerre d'Espagne, qu'on conduit dans les mines du nord de la France, des mines de charbon, où ils vont travailler encore tout gosses, et il regarde ses enfants, et il dit, il y a tant de petits Mozart assassinés, c'est-à-dire tellement de possibilités qui existent chez tous les enfants, chez tous les êtres humains, et que la société empêche d'apparaître, d'émerger, massacre dans l'œuf. Il y a des massacres dans l'œuf des possibilités humaines aussi grandes que quand des poissons pondent des œufs, que la plus grosse partie est massacrée par des prédateurs. Ça, il faut être conscient de tout ça, et j'en suis pas profondément conscient. J'aimerais peut-être rebondir là-dessus, sur le fait que toutes les possibilités de chacun ne sont pas valorisées. On a tendance à considérer que le bonheur est un impératif, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas se tourner vers une recherche de créativité comme réalisation de soi, plutôt que toujours nous dire soyez heureux et œuvrez pour le bonheur. Il y a cette mode du développement personnel avec tout ce que ça implique, le yoga. Voilà. Est-ce que c'est pas un bonheur assez artificiel et que finalement la créativité devrait être davantage mise en avant? Je suis tout à fait d'accord avec vous, et souvent je dis que le thème essentiel, d'ailleurs je l'ai même dit fugitivement ici, c'est pas la recherche du bonheur, c'est la recherche de l'épanouissement et la recherche de la communion. Et vous ajoutez quelque chose qui est très important, c'est l'expression des possibilités créatrices que peut avoir chacun dans des domaines très différents. L'un peut être musicien de musique classique, ou de rock, ou de rap, tout ça. On peut avoir mais il y a des capacités créatrices. Si elles sont étouffées, c'est terrible. Et c'est ça, dans le fond, un des aspects les plus graves de la tragédie sociale. Donc, vous avez raison, le bonheur, il vient en surcroît. D'ailleurs, c'est pas qu'on l'ait cherché. Moi, quand je vous ai dit que j'étais heureux dans une période très dure, mais je cherchais pas le bonheur à ce moment-là. Je cherchais à faire ce que je croyais de juste. Et j'ai été récompensé par un sentiment de plénitude qui me donnait de la force. Donc, c'est vrai, il ne faut pas courir après le bonheur, il ne faut pas le chercher. D'ailleurs, je dois vous dire que là, ça aussi, c'est un thème qui était dans la culture des médias au cours du siècle dernier, enfin disons, notamment après la guerre, jusqu'en mai 68 à peu près. C'est-à-dire que
les médias annonçaient le bonheur. Les magazines féminins disaient aux femmes à l'époque, ah, soyez gentils avec votre petit mari, faites-leur des bons petits plats, etc. Et vous serez très heureuse. Mais après 68, cette presse a changé. La presse féminine a dit, ben oui, votre mari vous quitte, vos enfants s'en vont, réagissez. On est passé de la promesse du bonheur à la problématique du bonheur. Mais les films, il faut dire que tous les films, jusqu'à une certaine époque, étaient sur le modèle hollywoodien. On se terminait la fin heureuse, le baiser sur la bouche, c'est-à-dire le couple trouvait le bonheur et la réussite. C'était parfait. Et aujourd'hui, vous voyez que les films se terminent beaucoup plus de façon équivoque, évasive, etc. Donc, si vous voulez, on a promis le bonheur par les médias, par les journaux, par les vacances, par le confort, par la télévision, par les bagnoles, partout. Vous serez heureux. Plus vous jouirez de ces biens, plus vous serez heureux. Plus vous vivrez dans le confort, plus vous serez heureux, etc. Et c'est vrai qu'on est devenus des habitués de ce confort et que si on manque de chauffage quand il fait froid, on est très malheureux. Bien que dans ma génération, on a pu vivre sans être chauffé dans des hivers extrêmement rigoureux. Enfin, c'est vrai, mais nous, on est maintenant habitués. Donc, si vous voulez, on est dans une civilisation qui pensait offrir le bonheur. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et ça, je l'ai vu, c'est pas seulement en 68, c'est en Californie dans les années 60, c'était les jeunes des familles les plus aisées du monde, parce qu'à cette époque, c'était en Californie, beaucoup de gens avaient 3 télévisions, 4 bagnoles, etc. Eh bien, les adolescents de ces familles, ils n'étaient pas heureux, ils voulaient rompre, ils vivaient dans des communautés de façon ascétique, parce qu'ils avaient compris que tous ces biens matériels ne leur donnaient pas le bonheur. Bon. Et dans le fond, aujourd'hui, on comprend que le bonheur est une chose qui ne dépend pas uniquement de la consommation des objets, etc. Même on se rend compte que plus on a des objets, plus les objets vous possèdent, hein, plutôt qu'on les possède. Donc, si vous voulez, on comprend mieux, disons, toutes les illusions que notre civilisation a apportées en pensant qu'elle allait apporter le bonheur. Ça ne veut pas dire que je suis contre les conforts, encore que vous allez avoir dans quelque temps Pierre Rabhi qui a fait un livre qui s'appelle « La sobriété heureuse ». Et moi, je suis tout à fait d'accord avec une restriction, parce qu'il faut vivre sobrement, en effet, ce que je fais normalement maintenant dans ma nourriture, mais il faut prévoir des moments où l'on s'éclate et où on a aussi l'orgie, où on abuse. Et dans toutes les civilisations, notamment les plus archaïques, les plus anciennes, ou même au Moyen-Âge, on vivait la vie quotidienne de façon sobre, mais quand il y avait la fête, alors là, vraiment, ça éclatait. C'était là, on buvait, on se saoulait, on délirait. Et je pense qu'il faut alterner les périodes de sagesse et de sobriété à ces périodes de fête. Il faut penser que, d'ailleurs, la fête est un bonheur. Bien entendu, il y a des fêtes qui dégénèrent. Il y a des fêtes où on commence à se bagarrer, comme dans des bals en Bretagne où j'ai vu comme ça. Mais n'empêche que la fête est une chose merveilleuse, sublime. Et donc, si vous voulez, plus vous alternez les périodes, vous savez, l'alternance est une chose très importante. Fourier, ce qu'on appelle l'utopiste Fourier, il rêvait d'une société harmonieuse et il avait compris que les gens, ils ne veulent pas rester tout le temps dans le même métier, il fallait qu'ils changent. Parce qu'il dit qu'il y a une passion humaine qui s'appelle la papillonne. On a envie de papillonner, de changer, etc. Et il essayait de trouver une société où on puisse réaliser la papillonne. Autrement dit, il ne faut pas... La monotonie, la continuité est une chose qui, à mon avis, tue le plaisir
finit par créer l'ennui, alors que, dans le fond, il faut pouvoir renouveler. Et regardez, il y a le philosophe, enfin, ou l'écrivain Georges Bataille, qui a opposé la consommation à la consommation. Alors, la consommation, c'est le phénomène de grande surface, de supermarché. Vous voyez des produits, vous prenez, vous les mettez dans le caddie, etc., d'une façon absolument hallucinée. Et puis, c'est des produits qui ne valent pas grand-chose. C'est de la nourriture industrielle, de la conserve. Enfin, vous consommez. On vous pousse à consommer. Mais ce que disait Bataille, c'est se consumer. C'est-à-dire risquer de se brûler, mais au moins vivre intensément. Et il faut alterner les périodes d'intensité aux périodes de sagesse. Moi, je ne crois pas en une sagesse qui est une vie totalement rationnelle. D'abord, la raison froide, nous savons, elle n'existe pas. Ça, c'est ce qu'ont montré les travaux sur le cerveau de Damasio et de Jean-Didier Vincent. Chaque fois qu'un centre rationnel du cerveau est excité, il y a un centre émotionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison sans émotion ou sans passion. Ça veut dire aussi qu'il y a deux types de folie. Il y a la folie de la passion sans aucun contrôle de la raison, qui vous conduit à tous les délires possibles, et où il y a la folie d'une raison glacée, et qui est froide, et qui veut éliminer l'émotion. C'est ce qui règne aujourd'hui avec le règne du calcul dans tous les domaines. Alors que la vérité de la vie, c'est pas de raison sans passion et pas de passion sans raison. Il faut naviguer. C'est un art difficile de vivre. C'est ça, on est conduit à ça. Et si vous voulez, dans cette navigation qui est difficile, il y a toujours du danger, mais c'est ça. Alors si je dis pas de raison sans passion, pas de passion sans raison, je dis que dans la sagesse, il faut mettre un peu de folie aussi. Voilà ce que je peux dire, non pas sur le bonheur, mais sur l'art de vivre. Alors, on va prendre une autre question. Tout en haut, dernière. Ce sera la dernière question. Si on peut juste, Albert Camus disait la vraie générosité pour l'avenir, c'est de donner tout maintenant. Est-ce que ça pourrait pas être, entre guillemets, un message que l'on pourrait faire passer un peu pour la jeunesse? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mot jamais n'existe pas. Et juste, je voulais juste voir un peu aussi ce que vous pensiez. Voltaire disait, effectivement, vous parliez en termes de conditions, on s'aperçoit que dans certains pays, ils ont presque rien. Et puis finalement, ils vont s'amuser avec un petit bout de bout de bois avec une conserve, et puis effectivement ils vont faire un jeu. Et on s'aperçoit que finalement beaucoup d'enfants dans des pays qui n'ont pas effectivement tout ce que nous avons dans nos pays développés sont heureux. Donc finalement Voltaire disait c'est pas notre condition, mais c'est effectivement l'âme qui nous rend heureux. Donc je voudrais savoir un petit peu votre avis. J'ai un petit peu entendu qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément, que ce ne sont pas forcément les conditions matérielles qui peuvent mener au bonheur, mais qu'avec peu de choses, mais quelques personnes présentes, on peut arriver à du bonheur. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Non? Bon, bah alors. Alors, vous m'entendez? Je vais parler tout doucement. Oui, vous pouvez y aller. En articulant. D'accord. Je disais, Albert Camus disait, la vraie générosité de l'avenir, c'est de donner tout maintenant. Voilà, peut-être qu'on va s'arrêter là. La vraie générosité de l'avenir, c'est de donner tout maintenant, Camus disait. De donner tout maintenant. Voilà, dans le présent. Alors, moi, je crois qu'il y a une illusion dans tous ceux qui disaient il faut souffrir maintenant pour préparer un avenir meilleur, parce que cet avenir ne s'est pas réalisé. Mais
là-dessus, moi je crois que, qu'on le veuille ou non, dans le présent, il y a du passé, il y a aussi de l'avenir. Quand je dis que dans le présent, il y a du passé, il y a la présence de nos souvenirs qui sont forts, il y a la présence de nos parents qui les portent, même s'ils sont morts, et il y a ce que nous avons reçu dans la culture, dans la lecture, ce que j'ai reçu dans Montaigne, ce que j'ai reçu dans Pascal, ce que j'ai reçu dans Rousseau, ce que j'ai reçu dans Dostoïevski. Ce passé est présent en moi. Et d'autre part, on ne peut pas nous couper d'un avenir. Je veux dire que tous ceux qui ont des enfants ne vont pas faire comme ces Chinois qui tuent leurs enfants parce que c'est une charge, non? Et il faut penser aussi à l'avenir. Il faut se soucier de l'avenir. Malheureusement, nous avons un avenir à courte vue, nous naviguons, mais ça n'empêche pas la natalité, non pas de baisser, mais d'augmenter, parce qu'il y a l'espoir dans la vie, même s'il ne se réalise pas. Il y a une très belle pièce de théâtre romantique d'un auteur hongrois qui s'appelle Mardach, qui s'appelle La tragédie de l'homme. Alors, cette pièce-là, c'est plusieurs scènes qui résument toute l'histoire, où se passe l'épisode de l'histoire humaine. Le premier acte se situe au paradis. Adam et Ève sont contents, sont heureux, ils se promènent, puis malheureusement, il y a le serpent qui arrive et pof, ils sont chassés du paradis. Et puis vous avez des tas de scènes comme ça, vous avez Cléopâtre et Jules César ou Marc-Antoine, je ne sais plus, ils sont heureux, etc. Puis arrive la guerre et ils sont foutus. Et chaque fois, on voit qu'un spectacle de bonheur qui se termine toujours très mal. Et la dernière scène de cette pièce se situe en l'an 3000, c'est-à-dire au moment où le soleil s'est beaucoup affaibli, où la terre est gelée. Il ne reste plus qu'un couple d'Esquimaux, comme ça, dans sa hutte. Et à un moment donné, ils sont vraiment très malheureux. Mais la femme qui est enceinte, elle accouche, et à ce moment-là, ils sourient l'un et l'autre. L'espoir vient avec ce nouveau-né, bien que tout semble bouché. Alors, donc c'est pour dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'espoir. Et c'est pour dire aussi, parce qu'il faut dire la conclusion de la pièce, c'est qu'il y a Dieu qui est là, qui va prendre des décisions ultimes, et il y a Satan. Alors, Dieu dit à Satan, qui veut se retirer, reste là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit négateur, tu joues un rôle important, il faut que ça continue. Donc, il avait l'esprit très complexe, Dieu-là, c'est pas comme l'autre. Donc c'est pour vous dire que, en résumé, vous ne pouvez pas vivre dans un présent pur. Il y a toujours un petit peu d'avenir et il y a toujours du passé dans votre présent. Mais il faut vivre le présent, ça c'est sûr. Il faut pouvoir jouir du présent. D'ailleurs, moi j'ai une de mes maximes, si vous voulez, c'est vivre pour vivre. Quel est le sens de la vie ? La vie, son sens est en moi-même. C'est-à-dire, si on peut vivre, c'est jouir de la vie, jouir de la beauté des choses, résister à la cruauté du monde. Si on peut réussir, et c'est très difficile, et c'est une lutte de tous les instants, et on peut être vaincu. Mais c'est ça le but. La vie, on vit pour vivre. Et moi, je crois, et puis je peux le dire d'autant plus qu'à mon âge très avancé, je peux dire que quand on a des angoisses de mort, que beaucoup de gens, naturellement, parce qu'ils n'aiment pas la mort, quand on a des angoisses de mort, et c'est un regard de dissolution du moi, de disparition, quelle est la seule façon de résister à ces angoisses ? C'est dans l'amour, c'est dans la fraternité, c'est dans l'amitié. À ce moment-là, ces angoisses, elles ne disparaissent pas, elles sont refoulées. Et la vie est la réponse à tout, mais la vie dans la plénitude, dans la vie qui signifie amour et amitié. Si on sait ça, on sait que ce sont les valeurs fondamentales de la vie et on sait que le reste est toujours secondaire. Voilà.
Merci beaucoup Edgar Morin, merci d'être venu ce soir et on vous laisse regarder Chronique d'un été, film d'Edgar Morin et Jean Rouch, tourné en 1960.